Bonjour. Le Millier de Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother? Les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne. L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 11. Discographe. Je me souviens comme si c'était hier. La mémoire du vieil homme n'était qu'un monceau de détails, décombres de sa vie. On pourrait l'interroger toute une journée sans obtenir aucune information réelle. Winston s'adossa à l'appui de la fenêtre. Il était inutile de continuer. Winston resta assis 1 minute ou 2, les yeux fixés sur son verre vide, et remarqua à peine ensuite à quel moment ses pieds le ramenèrent dans la rue. En moins de 20 ans ou plus, réfléchit-il, on aura cessé de pouvoir répondre à cette simple et importante question. La vie était-elle meilleure avant la Révolution qu'à présent? Pendant 5 secondes peut-être, l'exaltation le rendit inattentif, et il sortit sur le trottoir sans même un coup d'œil préliminaire par la fenêtre. Son cœur se glaça soudain, et il sentit ses entrailles se fondre. Une silhouette revêtue de la combinaison bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du commissariat au roman, la fille aux cheveux noirs. La lumière baissait, mais il n'était pas difficile de la reconnaître. Elle le regarda en face, puis continua rapidement, comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston se trouva trop paralysé pour se mouvoir. Puis il tourna à droite et s'en alla lourdement, sans remarquer à ce moment qu'il s'engageait dans une mauvaise direction. De toute façon, une question était réglée. Il ne pouvait plus douter que la fille l'espionnait. Elle devait l'avoir suivi. Personne n'échappait à la surveillance, et personne ne manquait de se confesser. Lorsqu'on avait une fois succombé au crime par la pensée, on pouvait être certain qu'à une date donnée, on serait mort. Pourquoi cette horreur, qui ne changeait rien, devait-elle être comprise dans l'avenir? Il essaya cette fois, avec un peu plus de succès, d'évoquer l'image d'O'Brien. Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres, lui avait dit O'Brien. Il savait ce que cela signifiait, ou pensait le savoir. Le lieu où il n'y avait pas de ténèbres était un avenir imaginé qu'on ne verrait jamais, mais que la pensée permettait d'imaginer. Il porta une cigarette à sa bouche. La moitié du tabac lui tomba tout de suite sur la langue. C'était une poussière amère qu'il eut du mal à recracher. Le visage de Big Brother se glissa dans son esprit, effaçant celui d'O'Brien. Comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, il tira une pièce de monnaie de sa poche et la regarda. Dans le visage lourd, calme, protecteur, les yeux regardaient Winston. Mais quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire? Comme le battement lourd d'un glas, les mots de la devise lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Il vit alors la fille debout au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'y aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du fronton, il y avait des télécrans.
Un vacarme de voix se fit entendre, et il y eut quelque part sur la gauche un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui en temps normal était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille. Mais le chemin était fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant, s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les deux hanches musclées. Puis il les sépara et passa en transpirant un peu. Il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule. Tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions portant, dressés à chaque point des gardes au visage de bois, armés de mitrailleuses, descendait lentement la rue. Dans les camions, de petits hommes jaunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leurs tristes visages mongols, absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords des camions. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent, chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler de la même voix, sans expression, les lèvres bougeant à peine, d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. Entendez-vous? Oui. Pouvez-vous vous rendre libre dimanche après-midi? Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre. Un trajet en chemin de fer d'une demi-heure, au sortir de la station tourner à gauche, marcher sur la route pendant 2 kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans des buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. « Pourrez-vous vous souvenir de tout cela ?» murmura-t-elle à la fin. « Oui. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche. Et la porte n'a pas de barre supérieure. » « Oui. Quelle heure ?» « À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler ? Oui. Alors éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. Minute de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien. Voyons qui est droit, frères et sœurs. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Article 1er. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Article 5.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 6. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 7. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles, elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Article 6. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. C'était... 2 minutes de la haine. Covid, 1984. Feuilleton radiophonique. Winston retrouva son chemin le long du sentier, à travers des taches d'ombre et de lumière. Là où les buissons s'écartaient, il marchait d'un pas allongé dans des flaques d'or. À sa gauche, sous les arbres, le sol était couvert d'un voile de jacinthe. On sentait sur la peau la caresse de l'air. C'était le 2 mai. De quelque part, au fond du bois épais, venait le recoulement des ramiers. Il était un peu en avance. Il n'y avait pas eu de difficulté pour le voyage. Et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télécran. Mais il y avait toujours le danger de microphones cachés, par lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile en outre de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à 100 de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elles rencontraient, et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue. Et sorti de la gare, il s'était assuré en chemin par de prudents regards jetés en arrière qu'il n'était pas suivi. Le train était bondé de prolétaires mis en humeur de vacances par la douceur du temps. La voiture au siège de bois dans laquelle il voyagea était plus que remplie par une seule énorme famille qui allait d'une arrière-grand-mère édentée à un bébé d'1 mois. Elle allait passer l'après-midi à la campagne, chez des beaux-parents, et essayer d'obtenir, ainsi qu'on l'expliqua ouvertement à Winston, un peu de beurre au marché noir. Le sentier s'élargit, et en 1 minute, il arriva au chemin qu'elle lui avait indiqué, simple route à bestiaux qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait être déjà 3 heures. Les jacinthes étaient si nombreuses qu'il était impossible de ne pas les fouler aux pieds. Il s'agenouilla et se mit à en cueillir quelques-unes, en partie pour passer le temps, en partie avec l'idée qu'il aimerait avoir une gerbe de fleurs à offrir à la fille quand ils se rencontreraient. Il avait cueilli un gros bouquet et respirait leur étrange parfum légèrement fade, quand un bruit derrière lui le glaça. C'était, à n'en pas douter, le craquement du bois sec sous un pied. Il continua à cueillir des jacinthes. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Ce pouvait être la fille. Il se pouvait aussi qu'il eût été suivi. Regarder autour de lui, c'était prendre une attitude coupable. Il cueillit une fleur, puis une autre. Une main s'appuya légèrement sur son épaule. Il leva les yeux. C'était la fille. Elle secoua la tête, lui enjoignant ainsi de rester silencieux, puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. Visiblement, elle était déjà venue là, car elle évitait les fondrières comme si elle en avait l'habitude. Covid, 1984. Feuilleton radiophonique. Il faisait semblant de converser. Il s'était décidé à se rapprocher d'elle. Elle se tenait devant lui, très droite, avec sur les lèvres un sourire un peu ironique, comme si elle se demandait pourquoi il était si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main.
Le croiriez-vous ? Dit-il. Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. Maintenant que vous avez vu ce que je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ? Oui, facilement. J'ai 39 ans, j'ai une femme avec laquelle je ne puis divorcer, j'ai des varices, j'ai 5 fausses dents. Cela ne pourrait pas m'être plus égal, dit-elle. La minute d'après, il serait difficile de dire lequel en avait pris l'initiative. Elle était dans ses bras. Il n'éprouva tout d'abord qu'une impression de complète incrédulité. Le jeune corps était pressé contre le sien, la masse des cheveux noirs était contre son visage. Et oui, elle relevait la tête et il embrassait la large bouche rouge. Elle lui avait entouré le cou de ses bras et l'appelait chérie, amour bien-aimé. Il l'étendit sur le sol. Elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité est qu'il n'éprouvait aucune sensation, sauf celle de simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux de ce qui se passait, mais n'avait aucun désir physique. C'était trop tôt. Sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé, ou bien il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui, lui entoura la taille de son bras. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous ne sommes pas pressés. Nous avons tout l'après-midi. Est-ce que ce n'est pas une splendide cachette? Je l'ai trouvée un jour que je me suis égaré au cours d'une randonnée. S'il venait quelqu'un, on pourrait l'entendre d'une distance de 100 mètres. Comment vous appelez-vous? Demanda Winston. Julia. Regardez, chuchota Julia. Une grive s'était posée sur une branche à moins de 5 mètres, presque au niveau de leur visage. Peut-être ne les avait-elle pas vus. Elle était au soleil, eux à l'ombre. Elle ouvrit les ailes, les replia ensuite soigneusement, baissa la tête un moment comme pour rendre hommage au soleil, puis se mit à déverser un flot d'harmonie. Dans le silence de l'après-midi, l'ampleur de la voix était surprenante. Winston et Julia s'accrochèrent l'un à l'autre, fascinés. La musique continuait encore et encore, minute après minute, avec des variations étonnantes qui ne se répétaient jamais, comme si l'oiseau, délibérément, voulait montrer sa virtuosité. Parfois il s'arrêtait quelques secondes, ouvrait les ailes et les refermait, gonflait son jabot tacheté et, de nouveau, faisait éclater son chant. Winston le regardait avec un vague respect. Pour qui? Pourquoi cet oiseau chantait-il? Aucun compagnon, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans l'oignon? Il se demanda si, après tout, il n'y aurait pas un microphone caché quelque part à côté. Julia et lui n'avaient parlé qu'en chuchotant. Il n'enregistrerait pas ce qu'ils avaient dit, mais il enregistrerait le chant de la grive. À l'autre extrémité de l'instrument, peut-être, quelques petits hommes scarabées écoutaient intensément. Écoutaient cela. Mais le flot de musique balaya par degrés de son esprit toute préoccupation. C'était comme une substance liquide qui se déversait sur lui et se mêlait à la lumière du soleil, filtrant à travers les feuilles. Il cessa de penser et se contenta de sentir. La taille de la fille était douce et chaude au creux de son bras. Il la tourna vers lui et ils se trouvèrent poitrine contre poitrine. Le corps de Julia semblait se fondre dans le sien. Ils fléchissaient partout comme de l'eau sous les mains. Leurs bouches s'attachèrent l'une à l'autre. C'était tout à fait différent des durs baisers qu'ils avaient échangés plus tôt. Quand ils séparèrent leurs bouches, tous deux soupirèrent profondément. L'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'ailes. Winston approcha ses lèvres de l'oreille de Julia.
Maintenant, chuchota-t-il. Pas ici, répondit-elle en chuchotant aussi. Venez sous le couvert, c'est plus sûr. Ils se faufilèrent rapidement jusqu'à la clairière, en faisant parfois craquer des branches mortes. Quand ils furent à l'intérieur de l'anneau de jeunes arbres, elle se retourna et le regarda. Leur respiration à tous deux était précipitée, mais au coin de la bouche de Julia, le sourire était revenu. Elle le regarda un instant, puis chercha la fermeture éclair de sa combinaison. Ensuite, oui, ce fut presque comme dans le rêve de Winston. D'un geste presque aussi rapide qu'il l'avait imaginé, elle avait arraché ses vêtements, et quand elle les jeta de côté, ce fut avec le même geste magnifique qui semblait anéantir toute une civilisation. Son corps blanc étincelait au soleil, mais durant un instant, il ne regarda pas son corps. Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « As-tu déjà fait cela ?»« Naturellement. Des centaines de fois, allons. Des vingtaines de fois, de toute façon. » « Avec des membres du parti ?»« Oui, toujours avec des membres du parti. »« Avec des membres du parti intérieur ?»« Pas avec ces cochons, non. Mais il y en a des tas qui voudraient, s'ils avaient le quart d'une chance. Ils ne sont pas les petits saints qu'ils veulent se faire croire. » Le cœur de Winston bondit. Elle l'avait fait des vingtaines de fois. Il aurait voulu que ce fût des centaines, des milliers de fois. Tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou. Qui sait? Peut-être le parti était-il pourri en dessous. Peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité. Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis, comme il l'aurait fait de bon cœur. N'importe quoi qui pût pourrir, affaiblir, miner. Il l'attira vers le sol, et ils se trouvèrent à genoux face à face. « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Comprends-tu cela? » « Oui, parfaitement. Je hais la pureté. Je hais la bonté. Je ne voudrais d'aucune vertu nulle part. Je voudrais que tous soient corrompus jusqu'à la moelle. Aimes-tu l'amour? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même. J'adore cela. C'était par-dessus tout ce qu'il désirait entendre. Pas simplement l'amour qui s'adresse à une seule personne, mais l'instinct animal, le désir simple et indifférencié. Là était la force qui mettrait le parti en pièces. Il la pressa sur l'herbe, parmi les jacinthes tombées. Cette fois, il n'y eut aucune difficulté. Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale. Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance. Le soleil semblait être devenu plus chaud. Ils avaient tous deux sommeil. Il chercha la combinaison mise de côté et l'étendit en partie sur elle. Et presque immédiatement, ils s'endormirent. It's the time to disco. It's the time to disco. It's the time to disco. Au niveau variété, etc., ça va suffire. Mylène Farmer, Maman à tort, ça sera le truc qu'elle nous chantera tout à l'heure et on vous donnera beaucoup de précisions sur elle tout à l'heure. Seulement. It's the time to disco. Maman à tort 2, c'est pour l'amour 3, l'infirmière pleure 4, je l'aime 5, maman à tort 6, c'est pour l'amour 7, à l'hôpital 8, j'ai mal 1, maman à tort. Maman à tort. Sur les routes de France cet été, je pouvais pas allumer un poste de radio sans vous entendre. Je voyais des petites filles qui comptaient 1, maman à tort. J'ai écouté souvent la chanson mais j'ai pas tout compris. Vous êtes amoureuse de l'infirmière, c'est ça? Ils se sont pas dit maman à tort. Écoutez, je peux vous raconter un peu la chanson, c'est quelque chose qui me tient effectivement un peu à cœur. Oui. J'aime ce qu'on m'a
Ça peut arriver à beaucoup d'enfants qui sont dans des centres hospitaliers et qui n'ont finalement pour maman, disons que sont des personnes qui s'occupent de ces enfants, sont des infirmiers ou infirmières. Maman, attends. Les plaisirs impolis. Ces infirmières donnent à manger à ses enfants, les bordent au lit, leur font un bisou avant de s'endormir, donc prennent la place de maman. Donc c'est une petite fille qui dit à sa maman, j'aime l'infirmière. Maman, attends. J'aime quand elle me sourit. Maman a tort 2, c'est pour l'amour 3, l'infirmière pleure 4, je l'aime 5, maman a tort 6, c'est pour l'amour 5. Ils dormirent environ une demi-heure. Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage couvert de taches, encore calmement endormi, qu'elle avait appuyé sur la paume de sa main. La bouche mise à part, on ne pouvait dire qu'elle fût belle. On voyait une ou deux rides autour des yeux quand on la regardait de près. Les courts cheveux noirs étaient extraordinairement épais et doux. Il pensa qu'il ne savait encore ni son nom, ni son adresse. Le corps jeune et vigoureux maintenant abandonné dans le sommeil éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice. Mais la tendresse irréfléchie qu'il avait ressentie pour elle sous le noisetier, pendant que la grive chantait, n'était pas tout à fait revenue. Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc. Dans les jours d'antan, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille, voyait qu'il était désirable, et l'histoire finissait là. Mais on ne pouvait aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique, un acte politique, un acte politique, un acte politique, un acte politique. It's the time to disco, disco. It's the time to disco. Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. 1 player. Start game. Interaction mode. Mix. Je terminerai simplement en soulignant de quelques mots l'impact de cette imminente percée en matière de neurologie. Lorsque l'orgasme sera enfin éradiqué, le dernier obstacle qui s'opposait à l'acceptation psychologique des principes de Langsock dans le processus de l'ARTSEM sera surmonté. En d'autres termes, la tendance non orthodoxe à vivre repliée sur soi, qui constitue une menace constante à l'érosion de la cellule familiale, n'aura plus l'appui biologique de l'organisme. Nous le savons tous, la stimulation sociale et biologique de la famille conduit à une réflexion personnelle extérieure aux besoins du parti et à l'établissement de fidélités non orthodoxes qui ne peuvent que mener au crime par la pensée. Par l'introduction de l'ARTSEM, insémination artificielle, associée à la neutralisation de l'orgasme, la famille deviendra périmée au point de devenir impossible à conceptualiser. L'orgasme sera enfin éradiqué, sera surmonté. En d'autres termes, la tendance qui ne peuvent que mener au crime par la pensée.
un puits. C'est quand je suis dans les catacombes, dans le vide total, qu'il n'y a rien pour perturber autour, qu'il n'y a aucun son, où je suis seul. Et je me retrouve face à un matériau qui est la ville de Paris. Et je travaille la pierre. Et ça, c'est des moments jubilatoires. Des fois, je peux passer 12 heures sans rencontrer personne, sans voir personne. Et c'est la fatigue qui m'arrête. On va explorer une partie des catacombes non officielles et interdites au public depuis le début des années 80, voire même la fin des années 70. Une véritable vie culturelle et festive s'est développée dans ce réseau. De nombreux créateurs en tout genre y ont laissé parler leur créativité, justement. Du coup, on peut croiser des sculptures, des mosaïques, des tags, des graphes, des fresques, enfin bon. Et parmi les artistes donc, qui fréquentent ce lieu, il y a Psychose No Limit, de son vrai nom Alexandre Stolypine. C'est un des piliers et un des précurseurs de la culture graffiti en France. Il descend dans les catacombes depuis 1984 et bien des murs conservent les traces de ses graphes, de ses sculptures. Mais ce n'est pas juste pour créer que Psychose No Limit aime les catacombes. Il entretient vraiment un lien particulier avec ce lieu. Tu vois, ça c'est un puits. Parlez dans votre livre, à un moment donné, il y a eu toute une guerre justement. Alors je considère qu'il y a deux types de gens qui descendent dans les katas en faisant un peu... Il y a les gens qui sont dans un esprit de conservation du patrimoine et ils sont montés en association, ils ont décidé de en faire un petit musée, de conserver l'endroit, qu'il soit super propre, tout tiré au cordeau, limite avec des petites chaînes et des petits cailloux. Je dirais que ce sont les gens de droite des katas. Et puis il y a tous les autres qui sont les libertaires, qui sont plus descendants peut-être de l'esprit punk, anarchiste, qui sont dans le partage, dans la fête, et dont moi je fais partie, voilà. Et au bout d'un moment, ces deux générations sont confrontées l'une à l'autre, et il y a eu des étincelles, et les étincelles sont nées à travers le graffiti. Mais moi, quand je vois des tags qui sont faits dans les années 80, des mecs qui ont inventé cette culture du graffiti, pour moi, c'est un patrimoine. C'est le seul endroit où il reste encore en place des graffitis de ces mecs-là. Alors, le fait de les effacer avec un coup de brosse, pour moi, c'est du vandalisme. Et donc, on a commencé à entretenir des salles. C'est-à-dire que au début, moi, j'ai commencé à restaurer pas mal de fresques. Et on a créé une dynamique qui était de prendre soin du lieu, de l'entretenir, de lui donner une dimension, pour que justement tous ces délires des années 80, ça devienne un patrimoine de cette culture. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a créé ce groupe qui s'appelle les GDT, les Gardiens du Temple. Tu vois, ça c'est un puits. Généralement, autrefois, l'artiste il était seul dans son atelier avec sa toile qui était blanche. Et maintenant, la grande révolution dans cet art contemporain, je dirais entre guillemets, c'est justement que maintenant il y a un troisième élément qui intervient, c'est le contexte. Avec le graffiti, quand on peint un mur, on choisit nos couleurs en fonction de l'endroit où on est, on essaye de faire une osmose avec l'endroit. Et quand je me sers de la ville de Paris comme matériau pour créer mon œuvre, pour moi je fais âme avec l'endroit, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est beau, c'est ça qui dépasse la simple toile qu'on va vendre à un collectionneur. Et je fais un travail moi aussi qui part en galerie, qui est vendu, machin, mais si je faisais que ça, j'aurais rien à raconter sur mes tableaux. J'ai besoin de continuer à aller dans des endroits atypiques, d'enrichir mon univers, pour avoir des choses à raconter qui sont justement atypiques. Tu vois, ça c'est un puits. My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper, or dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Because it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what?
don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. All right. The game of sound. Game over. Ready to new game of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. Mis à part la précision du sens, l'euphonie en novlangue dominait toute autre considération. Les règles de grammaire lui étaient toujours sacrifiées quand c'était nécessaire. Et c'était à juste titre, puisque ce que l'on voulait obtenir, surtout pour des fins politiques, c'étaient des mots abrégés et courts, d'un sens précis, qui pouvaient être rapidement prononcés et éveillaient le minimum d'écho dans l'esprit de celui qui parlait. Les mots du vocabulaire B gagnaient même en force, du fait qu'ils étaient presque tous semblables. Presque invariablement, ces mots, bien-pensant, minipax, proléalim, crime-sexe, joacant, anxos, ventre-sang, pensée-pol, étaient des mots de 2 ou 3 syllabes, dont l'accentuation était également répartie de la première à la dernière syllabe. Leur emploi entraînait une élocution volubile à la fois martelée et monotone. Et c'était exactement à quoi l'on visait. Le but était de rendre l'élocution autant que possible indépendante de la conscience, spécialement l'élocution traitant de sujets qui ne seraient pas idéologiquement neutres. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Du dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Des mots. Un vaccin? Donc vaccin tire son origine du nom latin vacca, qui désigne la vache. Quel point commun, quel rapport y a-t-il entre une vache et un vaccin? Oui. Eh bien, les bovidés peuvent souffrir d'une maladie que l'on appelle la vaccine et dont le virus s'apparente à une maladie très grave pour l'homme, aujourd'hui éradiquée, la variole. La vaccine permet de protéger l'être humain contre la variole. Et les premiers essais de ce vaccin datent du dernier quart du XVIIIe siècle. Et le mot vaccin a été créé à cette occasion et introduit en français au tout début du XIXe siècle. Et comme on s'est servi de ce virus qui touchait les animaux, c'est pour cela que la vaccine a donné le nom vaccin. Dictionnaire. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Impact du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifique. Le 28 avril, et souvent même cette impossibilité d'aller voir la personne défunte. La remise en question, c'est sûr qu'il y a un aspect professionnel, mais il y a aussi un aspect personnel en fait, et là on le voit avec les débats actuels. Je veux vraiment pas rentrer dans la polémique, mais si on prend par exemple le débat lié à l'hydroxychloroquine en ce moment avec le professeur Raoult, on voit bien qu'au bout d'un moment, on se demande qui est-ce qui se remet en question, qui est-ce qui est dans le débat, qui est-ce qui est dans la discussion. Et je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression aux gens que parce qu'on est scientifique, on se remet toujours en question et on est ouvert à tout. Pas du tout. Donc il y a des tas de vaccins en développement actuellement dans le monde, en particulier à l'Institut Pasteur, où il y a un vaccin dont les essais chez l'homme vont commencer à échéance de cet été. Les défis auxquels nous devons face, c'est aussi la partie économique. Déjà, pour nourrir les vaches européennes. La difficulté que nous connaissons. Les risques économiques associés à la crise sanitaire que nous vivons sont considérables. L'impact de cette crise sanitaire, ce sera la plus forte récession connue en France et dans le monde occidental depuis 1945. Et longtemps tenue secrète et qui... Au cours de l'année 2020, la croissance sera négative de l'ordre de moins 8%,
Plus de 2 personnes de la famille. L'occasion de se demander qu'est-ce que ça veut dire, une croissance de 1% ou 1,5%. Que les entreprises qui vont recevoir ces centaines de milliards, tant mieux, elles les reçoivent pour garder l'emploi et pour garder les activités, mais qu'elles en soient redevables. 700 000 entreprises. Au fond, c'est presque une entreprise sur 2 qui en bénéficie et presque un salarié sur 2 qui en bénéficie. 9 millions de salariés, je l'ai dit, c'est un coût, un budget global de l'ordre de 24 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Vous avez entendu, on ne peut pas continuer aujourd'hui à imaginer qu'on nourrira 8 milliards d'humains demain avec la moitié des sols qui sont morts. Petites entreprises, voire des très petites entreprises de moins de 10 salariés à ce stade, qui ne s'en sortiront pas. Mais en plus, c'est compliqué. Moi, je défends le monde agricole aussi parce que on a de plus en plus à produire parce qu'on est de plus en plus nombreux. Mais je veux indiquer que les assureurs se sont engagés à participer à hauteur de 400 millions d'euros à ce budget. Qu'est-ce qu'il tue, ce virus? Regardez qui il tue en ce moment. Des personnes âgées en surpoids, 83%. Et c'est quoi ce surpoids? C'est la malbouffe. Ouais. Ça veut dire que l'hypertension, c'est ça aussi. Hein, les diabètes de type 2 qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on est en train de payer un ensemble de réactions et de comportements. Et quand le président Macron disait l'autre jour, nous sommes en guerre, mais c'est pas contre le virus qu'on est en guerre. De toute façon, on en aura d'autres si on fait pas attention. Ce qui sera indispensable. J'ai qui d'autre? J'ai plein de gens qui commencent à m'envoyer des photos de leurs fleurs. Et donc voilà, ça va durer. Nous allons sortir progressivement du confinement. Il s'agit d'assurer la continuité de la vie de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire, assurer la continuité de la vie de la nation? C'est garantir que nous allons pouvoir continuer à produire pour nous nourrir, pour nous transporter, que nous allons pouvoir faire continuer l'école. Confinement, j'ai l'impression d'être asphyxié. Et évalue entre 2 à 6 millions le nombre de nos concitoyens qui sont entrés en contact avec le virus. On est très loin de ce qu'on appelle parfois l'immunité de masse ou l'immunité populationnelle. La population n'est pas immunisée. Nous n'aurons pas de vaccin rapidement. En tout cas, rien à un horizon raisonnable avant 2021 et peut-être un peu plus loin. Mais aussi, largement aussi important, un esprit critique. Parce que c'est l'absence d'esprit critique qui fait gober n'importe quoi à n'importe qui. Tout cet ensemble-là est vraiment à restructurer chez nous. C'est très important. Qu'on n'ait pas à choisir entre mathématiques et physique ou lettres. On a besoin de tout. Et pour avancer sur cette question-là, il nous faut des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie. Mais aussi, bien sûr, des sciences humaines et sociales, de la sociologie, de l'anthropologie. Et un poil de philosophie bien pensée, c'est pas mal aussi. Comment est-ce qu'on arrive à ramener chez nos jeunes cette formation générale? Et probablement que on apprend collectivement à faire face à des épidémies et des virus. Ça, c'est le côté un peu grossier. Les autorités donc scientifiques sont en train d'évaluer les choses. Certaines évoluent, d'autres pas encore. Peut-être évolueront-elles. En attendant, et sans attendre surtout, l'État français, dès le début du mois de mars, a mobilisé, et c'est une mobilisation formidable, les industriels du textile pour aller fabriquer des masques destinés au grand public. Ce ne sont donc pas les masques chirurgicaux ni les masques FFP2, mais ce sont tout de même des masques qui répondent à des normes. Et en plus, la France importe en grande quantité des masques qui correspondent à ces normes. Vous les verrez bientôt, ils sont en tissu. La situation s'améliore progressivement. Pouvoir 395 donc ces dernières 24 heures. Le confinement est efficace et produit ses effets selon... Les crues épidémiques en France, un peu moins de 400 décès depuis hier. Près de 20 000 décès au total dans le pays, avec plus de 30 600 malades hospitalisés, dont toujours plus de 5 000 en réanimation. Concernant... Nous pensons qu'il est important que les chercheurs parlent de leurs résultats scientifiques et les partagent avec le plus grand nombre. Malheureusement, ces résultats sont le plus souvent publiés uniquement dans des journaux académiques, qui sont des journaux qui ne sont pas gratuits du tout, lorsqu'on n'est pas affilié à une université ou à une institution de recherche. Dans notre monde néolibéral, la connaissance est une denrée marchande. Donc, le grand public doit payer pour accéder à ces résultats, alors que c'est ce même grand public qui a déjà payé les chercheurs pour faire la recherche. C'est important, parce que... mais qui savent très bien ce que c'est que la valeur d'un regard d'une personne aimante. I feel much better now.
I really do. Coupé. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984, réalisé par le ministère de l'amour. Since one